Καλησπέρα. Ξεκινάμε τώρα το τελευταίο πάνελ. Bonjour, nous entamons le dernier panel sur les, les enjeux géopolitiques et les relations internationales. Quelles filières et quels débouchés peuvent répondre aux nouveaux défis? Je suis Panayotis Kyriakos Koloskopis. J'ai fait des études de littérature et je suis président à SAPIA, l'Association des étudiants grecs en matière de relations internationales. Notre association est une association d'étudiants basée à Athènes, avec des membres de toute la Grèce, et à travers des conférences, des congrès, des études de recherche, nous essayons de mettre en contact nos étudiants avec les relations internationales, la situation internationale, en les mettant en contact avec des personnes renommées, réputées dans ce domaine. Voilà pour notre association. J'aimerais maintenant donner la parole à nos intervenants qui ont une forte présence dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la diplomatie et des relations internationales. Et je vous demanderai de vous présenter, de nous dire quel est votre parcours professionnel et quel établissement vous représentez. Bonjour, je suis Olivia Parent. Je travaille à European School of Political and Social Sciences à Lille, l'Université catholique de Lille. Donc, je travaille pour une école qui propose des parcours en géopolitique et en relations internationales. Moi-même, j'ai fait un master en relations internationales. Donc, je peux vous servir aussi d'exemple sur la vie et comment on peut y arriver parfois. Bonjour, moi c'est Julien Daguano. Je travaille à Sciences Po Paris dans la division des affaires internationales. Donc, je m'occupe de partenariats avec l'Europe du Sud notamment, donc, la Grèce entre autres, Chypre, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. J'ai étudié dans un institut d'études politiques qui n'était pas celui de Paris mais de Grenoble, la gouvernance européenne, donc administration européenne, parcours international. Et avant ça, j'ai étudié des relations internationales en Italie également. Bonjour, donc je suis Mathieu Augral, attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France en Grèce. Alors quelques mots sur mon parcours qui est pas forcément le plus classique. Donc peut-être si vous connaissez le dispositif, j'ai en premier lieu fait une prépa littéraire en France avant d'enchaîner sur des études en histoire ancienne et anthropologie de l'Antiquité où j'ai travaillé sur l'Antiquité grecque. Ensuite, je n'avais plus envie de faire de l'histoire ancienne. Je trouvais que c'était trop difficile de passer l'agrégation. Donc, c'est une sorte de concours pour devenir professeur en France. Et donc, j'ai décidé de faire de l'intelligence économique, donc à une école qui s'appelle l'école de guerre économique. Alors, c'est un nom un peu comme ça, un peu effrayant, mais en gros, qui s'intéresse à la géoéconomie, à la géopolitique, aux conflits dans le monde actuel. Euh, pour ensuite faire 3 années de conseil en stratégie à l'entreprise PricewaterhouseCoopers, donc une entreprise américaine, avant de m'ennuyer dans cet endroit intéressant, mais pas trop, et donc de continuer par un doctorat à l'université de Stanford sur l'histoire grecque, durant laquelle j'ai pu faire aussi un master en relations internationales. Mon seul élément de parcours qui se rapproche, je dirais, des sciences politiques. J'ai aussi appris le persan pendant que j'étais aux États-Unis, et donc j'ai rejoint le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par le concours d'Orient, qui est un des concours que préparent les étudiants en général après les instituts d'études politiques. Et donc, j'ai passé plusieurs années à Paris en tant que rédacteur géographique avant de rejoindre Athènes il y a un an. Vous avez 123 ans. Ευχαριστούμε πολύ. Να κάνουμε
Merci beaucoup. Quelques questions sur les programmes d'études. Une question euh, qui préoccupe peut-être notre auditoire. Quels sont les critères d'inscription à l'université, au premier cycle, master, doctorat? Quelle est la procédure à suivre pour candidater à ces trois niveaux? Donc, pour la licence, si vous postulez pour des sciences politiques ou relations internationales, les sites presque uniques en France, c'est les sites qui s'appellent Parcoursup, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des formations en licence. La licence en 3 ans, à l'inverse de la Grèce, dure 3 ans et les masters 2 ans. Donc, les études de relations internationales et des sciences politiques, ce sont des études assez généralistes qui restent dans les grands domaines de sciences politiques, géopolitique, droit international, gouvernance. Ça peut être gouvernance européenne ou internationale, mais en tout cas, ça reste assez généraliste. Donc, ce qu'on recherche chez un étudiant qui vient postuler chez nous après son lycée, c'est de la curiosité. Ce sont des personnes qui sont intéressées par le monde, par l'actualité, qui aiment lire, parce qu'en sciences politiques, on lit et on lit encore. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de lecture, d'analyse des textes, des réflexions. On cherche la petite bête. Et puis, c'est vraiment les notes de toutes les matières. Nous, on part de principe un petit peu de l'Antiquité, qui est l'homme complet. C'est quelqu'un qui fait des maths, des sciences humaines, littérature, qui s'intéresse au monde qui l'entoure. Ensuite, après la licence, on arrive au master, donc au bout de 3 ans. Et là, c'est moins finalement les parcours académiques qui nous intéressent, même si c'est bien sûr intéressant, c'est surtout les projets aussi professionnels ou projets de recherche. Parce qu'en master, ce sont normalement 2 dernières années d'études universitaires, sauf si ensuite on entame un doctorat. C'est pour ça on cherche à avoir un match presque parfait entre les étudiants qui ont 3 années de licence et nos masters pour être sûr que ce que nous proposons pendant nos masters correspond à leurs attentes pour la vie ensuite professionnelle. Voilà nos critères à peu près. Alors, concernant Sciences Po, pour celles et ceux qui sont passés déjà sur le stand, aujourd'hui, vous savez désormais que c'est assez compliqué. Il y a plusieurs cas de figure et on est globalement une institution très sélective. Donc on va commencer par le niveau bachelor, pour entrer, c'est, sur le format, que vous expliquez Olivia. On a aussi une licence de 3 ans et suivi d'un master, des cours de master de 2 ans. La différence fondamentale entre nous et plusieurs universités françaises, dont, hem, ESPOL, enfin ESPOL, l'école en tout cas, c'est qu'on ne, on ne peut pas passer sur Parcoursup pour accéder à Sciences Po si on n'est pas déjà dans le système français, si on n'a pas, un diplôme du secondaire, français. Donc si on n'est pas un élève d'une école française ou, à l'étranger, ou en France, on va candidater par la voie internationale à Sciences Po. Donc il y a 2 voies d'accès. La procédure en soi, se ressemble beaucoup. Vous êtes soumis, aux mêmes critères, d'admission, mais tout simplement la plateforme change, au moment de la candidature. Quels sont ces critères? Bon, bien sûr, l'excellence académique qu'on recherche sur les 2 voire 3 dernières années, de bulletin. Donc on remonte le temps, 2 ans plutôt, pour les internationaux, 3 ans pardon, pour les Français, 3 ans pour les internationaux. Et donc on regarde toute votre progression d'une façon d'abord arithmétique. OK, quelle est votre note, et où est-ce que ça vous place dans votre système de référence? OK. Ensuite, on regarde qualitativement quelle est la progression que vous avez fait, ces 2 dernières années, avant de candidater à Sciences Po. À côté de ça, il y aura des appréciations je parle pour les étudiants internationaux, il y aura des appréciations des professeurs sous forme de lettres de recommandation et ensuite des motivations qui sont écrites et sont très claires, des questions de motivation qui sont posées par Sciences Po dans le dossier de candidature. Une fois que tout ça est envoyé à Sciences Po, on évalue et on vous donne une note, OK, sur cette partie écrite. Il y aura un barème. Au-delà de ce barème, si vous êtes shortlisté, vous êtes invité pour, un entretien avec un jury composé par 2 évaluateurs qui donnera la partie finale de votre note et l'admission, heu, à Sciences Po en bachelor. Les taux d'admission peuvent varier d'une année à l'autre, ils sont généralement assez sélectifs. L'année dernière, on était entre un 5 et 7 de taux d'admission. Donc, vaut mieux vérifier à chaque fois d'année en année quel était le taux de l'année précédente pour se rendre compte
à quelle performance académique il faudrait qu'on se consacre pour avoir nos chances, d'entrer à Sciences Po. Ça, c'est donné surtout par le fait qu'il y a beaucoup de candidatures à Sciences Po. C'est pas seulement une recherche d'excellence, bien sûr, il y a ça, mais on reçoit vraiment beaucoup de candidatures, chaque année. En master, le discours est très similaire. Une fois qu'on est à Sciences Po, on a accès à la quasi-globalité des masters de Sciences Po automatiquement, sauf pour certaines des écoles où il y aura des tests d'évaluation à refaire, mais ça, vaut mieux s'en préoccuper en troisième année de bachelor parce que sinon ça commence à vous stresser trop, à mon avis. Mais de base, il faut savoir que l'accès est assez garanti pour la plupart des écoles de master à Sciences Po, à savoir, il y en a 8. Il y en a une nouvelle qui va ouvrir en 2026, qui est l'école du climat de Paris, donc une des premières en Europe de ce type. Et l'admission pour quelqu'un qui a fait un bachelor en dehors de Sciences Po se fait à nouveau sur dossier. Ok, donc très similaire, un peu moins compliqué que la procédure bachelor parce que bon, ça commence à être des étudiants chevronnés. Il y a quand même des recommandations académiques, quand même des motivations, quand même un entretien. Donc on reste quand même sur un bon niveau de sélectivité. Au même titre, pour les étudiants qui ne sont pas étudiants master, qui n'ont pas fait l'école de la recherche, ensuite une des écoles de master de Sciences Po, pour entrer en PhD, il y a aussi une procédure de sélection qui est assez adaptée au parcours que vous faites à Sciences Po. Donc c'est très facile, enfin très facile. C'est adapté vraiment à un parcours précédent en master in-house pour entrer en PhD à Sciences Po, mais on peut candidater de l'extérieur à nos programmes de PhD, notamment dans les 11 centres de recherche que Sciences Po a euh, pour, euh, pour la recherche doctorale. Désolé si j'ai rallongé un peu, j'ai essayé de serrer, mais quand je vous dis ça, c'est un peu compliqué. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ερώτηση Merci beaucoup. La question suivante αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ porte sur le profil d'un étudiant pour le premier cycle ou pour le master qui est requis παράλληλα για να το κάνουμε λίγο και πιο πρακτικό. et pour que ce soit plus pratique. Τι λάθη συνήθως βλέπετε Quel est le genre d'erreur que vous voyez chez les étudiants qui souhaitent euh, και να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Μπραν, suivre une και carrière professionnelle? το τι θα Monsieur συμβουλεύετε τους Abikral, νέους που θέλουν qu'est-ce que να vous conseillerez les jeunes qui souhaitent σε faire une μάθημα carrière σε professionnelle, par exemple devenir diplomate, δρόμο που συνήθως κάποιοι μπορεί να το pendant leurs ξέρουν études? και να Certains le savent peut-être dès l'avance, d'autres peut-être vont découvrir cette envie par la suite. Ce que je dirais, vous me posiez cette question avant qu'on commence la table ronde, savoir si c'était une vocation de devenir diplomate. Pas vraiment. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver. Et être diplomate, c'est surtout avoir envie de servir son pays dans le domaine des affaires internationales. Ce que je dirais, et ça s'applique aussi aux étudiants qui font des sciences politiques, mais je dirais à d'autres personnes, c'est de faire ce qui vous plaît et d'être bon dans votre domaine. C'est-à-dire que si vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous essayez d'atteindre l'excellence dans le domaine où vous vous appliquez, vous arriverez toujours à faire, de belles choses et des choses pertinentes et des choses qui vous mèneront à une carrière professionnelle. Je pense qu'il serait mal avisé de s'entêter, dans un domaine où vous n'êtes pas vraiment enthousiaste, où vous n'avez pas vraiment envie, de faire une carrière. Donc je pense, et peut-être que mes collègues rebondiront dessus, il s'agit avant tout de trouver des étudiants motivés, passionnés, qui ont une vraie vocation. C'est là qu'on trouve à faire des vrais métiers qui nous satisfont. Hem, on parle beaucoup dans le monde moderne des bullshit jobs, et c'est vrai et il y en a beaucoup. Et donc l'idée, pour éviter, ce travers, c'est de faire des choses qui vous intéressent vraiment. C'est-à-dire, le matin, vous vous levez, vous avez vraiment envie de faire ça, vous êtes dans le bon chemin. Mais ça peut être des choses extrêmement diverses en réalité. Pour ma part, c'était, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'histoire ancienne. J'ai une passion pour la Grèce depuis que je suis tout petit, pour l'histoire grecque, pour, Thucydide,
Et finalement, quand on lit Thucydide, on est amené à s'intéresser aux sciences politiques et à la chose publique. J'avais envie de découvrir, par exemple, l'économie, la géoéconomie. Donc, c'est pour ça que je suis allé à l'école de guerre économique, qui est une institution très intéressante où, par projet, on travaille pour des entreprises sur des sujets stratégiques. Et ça peut ne pas intéresser tout le monde intellectuellement, mais ça peut motiver à faire des choses concrètes. Donc, si vous aimez les choses concrètes, dirigez-vous vers ça. Mais voilà, mon conseil, c'est faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne chaque jour. Et ça vous mènera potentiellement à une carrière professionnelle. Après, il ne faut pas évidemment choisir des carrières où il y a trop de monde et où il y a pas d'opportunités, bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même voilà, d'être passionné et ça mène forcément, in fine, à quelque chose. Parce que je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit par rapport au choix de parcours, de discipline. Je vais aller à l'encontre de beaucoup de clients qui aujourd'hui, un des conseils que je donne aux étudiants, n'écoutez pas vos parents la plupart du temps. C'est désolé pour les parents présents, mais que souvent il y a un petit décalage entre les souhaits des parents et les souhaits des enfants. Souvent ça va de pair, mais quand ça va pas de pair, nous, dans l'éducation supérieure, on voit les conséquences 3 ans plus tard. En général, c'est toujours en deuxième, troisième année de bachelor qu'on voit en fait, les premiers problèmes d'un parcours qui n'a pas été entièrement choisi par la personne, qui a été un peu octroyé ou qu'on a fait pour ne pas décevoir. Et surtout à Sciences Po, ça arrive parce que Sciences Po en France a un statut bien affirmé. Donc, peu importe la discipline, l'important c'est d'être à Sciences Po la plupart du temps. Sauf que si on raisonne comme ça, en troisième année, on commence à avoir des vrais soucis de qui on est, quel est notre purpose. Voilà, désolé, j'avais pas le mot. Donc vraiment ça, il faut être d'accord avec ses parents sur quel est notre objectif, et quelle est notre vocation, en fait. On n'a pas tous une vocation, mais on a forcément quelque chose qui nous plaît. Donc, on a forcément un truc qui nous plaît plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est important pour qui s'apprête à faire un bachelor, de comprendre au mieux possible, c'est toujours perfectible, mais de comprendre au mieux possible ce qu'on veut faire et de ne pas se laisser façonner par les attentes des autres, que ce soit la société ou, vos familles. J'aurais rebondi. Je suis tout à fait d'accord avec mes 2 prédécesseurs. C'est pour ça qu'on s'est tout à l'heure, rencontrés avec, plusieurs familles. La première question que je pose aux candidats, c'est quelles sont les matières que vous aimez bien? Parce que l'université reste le dernier espace de liberté que vous avez avant de commencer votre vie professionnelle. Et c'est aussi le seul endroit, une fois que vous avez fini, les lycées, où vous allez choisir les matières que vous aimez. C'est pour ça, la science politique ou relations internationales, c'est assez incroyable parce que vous allez étudier beaucoup de choses très différentes, les matières très différentes. Vous allez toucher un petit peu au droit, à l'histoire, à la philo, à l'économie, aux maths. Vous allez avoir des profs qui viennent partout dans le monde, aussi bien à Sciences Po Lille ou à ESPOL. Vous allez faire un séjour à l'étranger, vous allez passer un semestre ou un an quelque part. Donc, au fur et à mesure, c'est vraiment comme un entonnoir. Il faut avoir les chakras toujours ouverts vers l'extérieur, toujours s'écouter, en accord avec les parents. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré des parents assez ouverts d'esprit et assez formidables pour laisser leurs enfants étudier quelque chose qui n'est pas un métier à la fin. Parce qu'effectivement, en sciences politiques ou en relations internationales, ce n'est pas un métier en soi. Vous savez, vous allez rencontrer des gens, mais votre métier, vous allez les confirmer en master. Ce ne sont pas des études d'ingénieur, de médecine, ce sont des études d'excellence, des cultures générales d'excellence. Mais tout ça, ça vous permettra d'affiner vos choix au fur et à mesure et ensuite confirmer votre vie professionnelle future en master. Mais c'est vraiment profiter de l'université, où que vous soyez, en Grèce, en France, ailleurs, parce que c'est vraiment cet espace de liberté, c'est incroyable. Donc profitez-en, parce qu'après la vie, même si vous faites des métiers passion, comme nous 3 ici présents, 4, parfois il peut y avoir quelques complications dans la vie, vous voyez. Donc c'est pour ça, à l'université, profitez-en, parce que c'est vraiment l'endroit où vous allez prendre du plaisir et apprendre tellement.
Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Δεδομένης και της Je suis tout à fait d'accord avec vous. Étant donné que le temps passe, nous allons donner la parole à notre auditoire qui souhaite poser une question. Bonjour, merci donc de donner ces Information. J'aimerais d'abord, peut-être j'ai 2 ou 3 questions, dont la première serait peut-être adressée plutôt aux Sciences Po parce que, je vais juste clarifier. Alors quelle est la différence quand on dit que Sciences Po c'est classifié comme une école, disons? Donc ça, il y a des différences en ce qui concerne les privilèges, des, hem des personnes donc qui sont en Sciences Po, donc c'est juste quelque chose peut-être qui n'est pas connu chez nous les Grecs. C'est juste ça, c'est pour ça que je veux le clarifier. Donc c'est aussi la reconnaissance du diplôme après aussi. Et après, bien sûr aussi, encore une petite question pratique. J'aimerais juste qu'on dise encore une fois pour l'Université catholique de Lille à Sciences Po et toutes les options que nous, les étudiants futurs et pourrions avoir en ce qui concerne les logements, les soutiens financiers, soit directement aidés et l'établissement, soit du gouvernement français, ça dépend. Et oui, encore une fois, et bien sûr aussi et les dates sur l'enregistrement, la réponse de la part de l'établissement, donc juste ces choses-là, bien, s'il vous plaît. Alors, la première question est très intéressante parce que je ne l'ai pas encore reçue aujourd'hui. C'est vrai que Sciences Po, et non seulement Sciences Po, il y a plein de cas en France, ont un statut particulier qui n'existe pas ailleurs hors de France. C'est-à-dire, c'est des grandes écoles, ce qu'on appelle les grandes écoles. C'est un héritage du bonapartisme, donc, comme notre historien nous enseigne. Donc, ça vient de siècles. Donc, c'est un format d'école qui, en fait, est une université. Ça fonctionne la structure ressemble énormément à celle d'une université. Dans le cas de Sciences Po, on reste un institut spécialisé. Donc, on est très orienté sur des disciplines. On n'est pas une université généraliste. Mais donc, dans toutes les grandes écoles que vous trouverez en France, y compris Sciences Po, il y a une structure en licence, master, qui ressemble en tout celle universitaire. Ce n'est pas une question de prestige juste par le nom. Le prestige est donné parce que l'État a voulu que ces écoles soient spécialisées dans des domaines et soient à un accès restreint. C'est-à-dire qu'il y a un concours, il y a une demande pour une certaine excellence, et elles ont été créées pour créer un corps de métier spécifique qui, à l'époque, était nécessaire. Dans le cas de Sciences Po, c'est les élites, les fonctionnaires de l'État, la haute administration. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, vous allez former euh, tous les corps de métiers principaux de l'ingénierie d'État, etc. Donc voilà, c'est ça qui donne le prestige aux grandes écoles. Mais ça ne veut pas forcément dire que leur formation est meilleure d'une université. Juste que le taux de sélectivité est certainement plus haut. Ok, et il y a moins d'étudiants en moyenne que dans une autre université. Et ça existe en ce format qu'en France, en Europe. Donc c'est pour ça que ça peut sembler bizarre. Mais l'approche au diplôme, aux titres qui sont donnés par une grande école, c'est le même qu'à l'université. Nous, notre licence, elle est reconnue comme licence d'État, comme toute autre licence. C'est le même discours pour les masters, pour la recherche, etc. Je me souviens plus la deuxième question. Donc, pour les dates d'admission, alors ça varie. Nous, on a des batchs en roulement. Donc, c'est le moment, selon quel master, je pense que vous êtes en master, vous devez candidater en master. Non, c'est ça. Oui. Donc, selon le master, il peut y avoir des variations de date. Il y a toujours des fenêtres qui vont de novembre en mars. Ça dépend du moment où vous candidatez. Vous avez un délai de réponse. Ça ne change rien en termes, c'est juste chronologique. Vérifier sur la soixantaine de masters, il faut voir sur chacun s'il y a des variations de date. Donc, dans votre cas, je ne sais plus, vous me l'avez dit avant, mais je ne me souviens plus quand est-ce que vous voulez candidater, mais il y aurait un délai généralement d'un mois et demi entre le moment où vous commencez la candidature et la réponse. Tout ça se fait, dans tous les cas, que ce soit bachelor ou master, dans l'année précédente à l'intégration du cours souhaité. Donc, ça serait pour votre dernière année de bachelor pour le master, en cours de la dernière année, ou en dernière année de lycée ou d'école secondaire pour le bachelor.
Et je laisse ma collègue compléter. Je ne sais plus tellement les questions, mais donc nous, on est sur Parcoursup, donc ça, c'est les calendriers classiques de mi-janvier à mi-mars et ensuite pour les masters, c'est les sites aussi uniques du gouvernement qui est mon master, qui a ouvert la semaine dernière et qui se termine pareil à peu près à mi-mars. Donc on candidate toujours comme pour Sciences Po l'année d'avant, pour septembre en l'occurrence. Je crois qu'il y avait une question sur les logements. C'est ça, oui. S'il y a quelque chose de prévu sur le logement et aussi s'il y a aussi des bourses pour des étudiants par le gouvernement, oui, ou aussi par l'établissement, ça dépend. Vous pouvez nous dire s'il y a quelque Mmh. chose de prévu. Donc sur les logements à Lille, c'est assez facile de se loger, même s'il commence à devenir un peu compliqué comme partout. On a nos propres chambres universitaires, on a plusieurs centaines, voire milliers de chambres. Donc c'est premier arrivé, premier servi. On peut les pré-réserver à partir de printemps pour septembre. Avant même d'être sélectionné, si on change d'avis, si on ne vient pas, on libère la chambre. La chambre à Lille coûte entre 350 € pour une petite chambre où on partage la cuisine, donc un petit peu auberge espagnole, je ne sais pas si ça se dit en grec. Et ensuite 700 € à peu près pour un petit appartement. Ensuite sur les bourses, ça, nous n'avons pas de bourse avant d'arriver chez nous. On n'a qu'une bourse, qui est la bourse d'excellence. Une fois qu'on est étudiant chez nous, si on a une très bonne moyenne, on peut demander une bourse d'excellence. On a aussi des bourses sur les critères sociaux qui sont accessibles aussi à nos étudiants, une fois étudiants chez nous. En amont, ça, il faudra vous renseigner effectivement avec peut-être l'ambassade ici, l'Institut français, Campus France, ici. Voilà et peut-être Oui, alors sur les bourses, on a un programme de bourse de Master 2 avec, en partenariat avec la fondation des bourses d'État de Grèce, IKI. Voilà, donc il y a 22 bourses qui sont données chaque année, normalement modulo d'éventuelles contraintes budgétaires, évidemment. Mais voilà, on donne des bourses. Donc là, vous pouvez postuler. Je ne sais plus exactement quels sont les délais, mais ça commencera sans doute bientôt. Donc voilà, chaque année, on donne des bourses là à l'Institut français pour les étudiants grecs qui souhaitent étudier en Master 2 recherche en France. C'est important. Et concernant Sciences Po, il y a d'abord la considération à faire sur les frais de scolarité qui sont progressifs, donc ils vont de 0 à 20 000 pour les masters et de 0 à 15 000 pour les bachelors. Il faut déjà voir où vous vous situez dans cette échelle. Chaque étudiant paye un prix différent selon son revenu. Les étudiants grecs, en particulier tous les Européens, sont éligibles comme les Français aux critères sociaux du Crous en passant par Sciences Po et tout est cumulable avec des bourses externes, à part s'il y a de contre-indications dans les programmes externes qui ne veulent pas de cumul avec les bourses du Crous. Mais donc ça à voir au cas par cas. Mais il y a pas mal de solutions. Et on n'offre pas de logement à Sciences Po. Donc, si c'est à Paris, par exemple, pour les masters, il y a la cité universitaire et on a des conventions avec la cité universitaire et avec le Crous. Mais nous, sur site, on n'a pas de logement étudiant. Επανερχόμαστε στο κοινό, σε επόμενη ερώτηση. Question à notre public. Micro. J'ai une seule question. Quelles sont les erreurs que peut faire un candidat et qui va lui le priver d'une candidature à Sciences Po au niveau master? Alors, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, vous m'avez tous posé cette question sur le stand. Quelle est l'erreur à ne pas faire? Alors, poser cette question déjà. Non, je rigole. Mais il y a pas vraiment une erreur. Enfin, l'erreur que vous pouvez faire à Sciences Po est la même que vous pouvez faire dans tout autre programme, hein. Vraiment passer à côté d'une question spécifique, ne pas connaître le parcours, heu, avoir zéro projection dans les 2 années successives. Voilà, c'est des erreurs assez évidentes pour tout le monde. Il n'y a pas quelque chose qui s'applique à Sciences Po qui ne s'applique pas ailleurs. De la même manière, il n'y a pas un prototype de candidat ou de candidature qui passe à Sciences Po parce qu'on attend ce prototype-là. Nous, on aime bien qu'on nous connaisse, parce que c'est vrai, on est connu, mais on aime bien qu'on nous connaisse bien. C'est-à-dire quel est notre programme? Pourquoi vous avez besoin de nous? Dans 2 ans, vous vous voyez où?
OK, vous avez votre M2 à Sciences Po et après? Vous auriez pu faire, la Cato de Lille, pourquoi vous êtes venu ici? Il faut répondre à ces questions à chaque fois, mais ça, c'est un critère que vous allez trouver un peu partout. Donc la seule différence vraie avec nous, c'est qu'on est plus sélectif. Donc vous avez une concurrence très forte et quand je vous l'ai dit à vous spécifiquement, si je me souviens bien, mais je le dis à tout le monde, il faut toujours se poser la question, ce que je vais raconter au jury, probablement ils l'ont déjà entendu aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de parcours, quand on en voit des centaines et des centaines, il y a beaucoup de parcours qui se ressemblent en fait. Même s'ils sont uniques à leur manière, mais ils se ressemblent. À nos yeux, ils se ressemblent. Donc comment je peux émerger en fait en originalité sans rien inventer qui ne soit pas réel? Parce que ça, on s'en rend compte. On est quand même entraîné à se rendre compte quand une chose est inventée. Mais tout en étant dans ma réalité, transparent et fidèle à moi-même. Donc mais sinon, il ne faut pas s'inventer des choses sorcières. Soyez transparent. Je dirais peut-être, ça concerne pas Sciences Po, mais ça concernait pour moi, le ministère. Donc, quand j'ai candidaté la première fois, mon oral, de grand jury s'est mal passé. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai essayé d'être celui que je n'étais pas. J'ai essayé de faire mon image du diplomate parfait. Donc j'ai dit: «Alors je vais faire comme» j'avais une idée. Je connaissais finalement pas bien le ministère parce que j'avais pas fait de stage, parce que j'avais un parcours qui était complètement hors des sciences politiques et donc j'ai essayé de jouer un rôle. J'ai dit: «Alors je vais faire ce rôle-là, donc je vais être parfait, je vais être une sorte de fonctionnaire parfait, je vais répondre, de manière, extrêmement, stéréotypée». Et ça n'a pas du tout marché. L'année d'après, je me suis présenté et j'ai eu une approche différente qui était et d'ailleurs qui m'avait été conseillée par un retour du membre du jury. Il m'avait dit: «Mais en fait, vous nous avez pas vraiment dit qui vous étiez» et donc en fait, la deuxième fois, je suis venu et je leur ai dit: «Voilà, je suis, Mathieu Abral, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai que j'ai un parcours un peu différent, mais justement, je vais pouvoir vous apporter plein de choses. Je vais pouvoir vous apporter des choses que d'autres personnes qui ont eu des parcours plus classiques ne vont pas pouvoir vous apporter» et donc, je dirais plutôt que l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment enfin aussi, c'est ça, c'est, soyez vous-même en fait, présentez-vous tel que vous êtes, de manière honnête, de manière simple. Vous avez forcément une valeur. Je veux dire, vous avez forcément fait des choses qui vont pouvoir intéresser la personne qui va être en face de vous. Si vous essayez de jouer un rôle, ça se passera toujours mal et en admettant même que vous soyez accepté en ayant joué un rôle, vous ne serez pas à la bonne place ensuite. Donc en fait, soyez vous-même, soyez, sincère, dans votre manière d'aborder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être stratégique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, accentuer certaines choses. Mais vraiment, je dirais voilà, soyez vous-même, ça se passera beaucoup mieux. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question générale plutôt pour les relations internationales, pour tous les 3. Hem, OK, on entend souvent la phrase, «It's who you know, not what you know». Et du coup, je me demande, est-ce que c'est vraiment la première priorité dans la carrière? Ou, c'est quoi les priorités en général dans cette carrière, générale, relations sociales, sciences sociales? Et en général, est-ce que vous avez des conseils, je sais pas, le top 3 conseils, de chacun à donner? Waouh! Sur la première question, je pense que c'est un peu compliqué de vous donner un conseil sur la carrière parce que ça dépend vraiment dans les relations internationales. Il y a énormément de métiers. Vous pouvez être diplomate, vous pouvez travailler dans la culture, parce qu'il y a aussi diplomatie culturelle, il y a diplomatie par l'enseignement supérieur comme ici, avec Campus France, avec l'Institut, il y a l'ambassade avec la coopération économique. Donc vraiment, il y a aussi tout ce qui est sécurité internationale, militaire, les renseignements. Il y a vraiment toute une panoplie de métiers. Donc tout dépend de votre intérêt personnel pour une question ou une autre, voyez? Et au fur et à mesure, vous allez découvrir un petit peu dans ce grand champ de relations internationales, quelle est la petite branche qui vous intéresse particulièrement? Parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup de petites choses, mais qui sont passionnantes et qui sont très spécialisantes, mais qui arrivent au fur et à mesure
de vos stages, de vos premiers jobs, de vos carrières, de vos postes, où que vous soyez dans le monde, etc. Aussi, il faut savoir que les relations internationales, bien sûr, c'est dans les ambassades, à la Commission européenne, au Parlement, mais aussi au niveau local. Il ne faut pas oublier que les actions locales ont un impact super important sur tout ce qui se passe ensuite au niveau global. Donc, il ne faut pas oublier les actions locales, parce que souvent, nos étudiants, ils veulent faire des carrières à l'international, devenir Barack Obama, et c'est super. Mais en fait, il y a aussi des actions qu'on peut faire vraiment tout de suite sur place quelque part, qui ont un impact formidable sur la société, sur les futurs, sur l'écologie, etc. Pour vous donner trois des conseils, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment ça. Il faut être vous-même. Il faut être vous-même parce que tous les autres sont déjà pris. Donc, c'est vraiment vous, c'est votre personne. Il faut être très à l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute des personnes, des gens qui vous entourent, des cultures. Essayez de ne pas avoir d'a priori quand vous arrivez quelque part. C'est ça un petit peu qui peut être compliqué, mais qui vient aussi avec les études et avec les expériences que vous allez vivre. Et troisièmement, je pense apprendre un maximum de langues parce qu'avec les langues vient la culture. Donc, quand vous apprenez une langue, c'est passionnant parce qu'en plus, vous allez apprendre la cuisine, la culture, quels films sont regardés dans les pays. Tout ça, ça fait partie de la culture du pays, de l'histoire aussi. Et c'est vraiment intéressant de s'intéresser à l'histoire parce que l'histoire, comme vous savez en ce moment, peut être réécrite, en tout cas elle essaye d'être réécrite, et c'est avec la mémoire qu'elle va vivre, et c'est ça qui permet aussi d'avancer et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc on espère que les étudiants qui aujourd'hui font sciences politiques ou relations internationales seront demain des acteurs qui pourront, avec tout ce qu'ils ont appris, changer les mondes, ou en tout cas ne pas empirer les choses. Alors, Olivia m'en a piqué un des conseils, effectivement, les langues. Les langues, essayez d'en parler au max, même si vous les parlez mal, parlez-les. Il faut les pratiquer, etc. Parce que ça va toujours revenir à un moment très utile. Même si vous apprenez le géorgien, il y aura un jour où c'est la langue qu'il faut et vous l'avez. Et vous êtes la seule à l'avoir. Donc les langues, allez-y. Ça ne veut pas dire qu'il faut étudier 15 langues, mais quand vous êtes exposé à des langues, c'est le moment de les prendre. Donc ça, je valide. Merci. Et moi, j'en ai deux autres. C'est surtout ignorer les carrières des autres. En relation internationale, tout le monde va faire des choses différentes et tout le monde va passer sa vie à dire que c'est la meilleure chose du monde. Ignorez les autres, enfin vraiment, même vos camarades, etc. Ça fait beaucoup la course à qui a le meilleur ministère, qui a le meilleur poste, ça dans beaucoup de secteurs, mais dans les RI, souvent. Donc les autres, vraiment, vous regardez devant vous. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un que vous respectez, mais sinon, vous faites votre route. Et dans le même esprit, soyez ouverte à tout. C'est-à-dire que quand vous sortez, vous entrez sur le marché du travail, peut-être vous aurez un objectif, je veux travailler en ambassade, je veux travailler au Quai d'Orsay ou à la Commission européenne. Pour y arriver, il va falloir du temps. Ça veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas commencer à bosser dans votre mairie, au bureau, je sais pas, pour la collecte locale. Voilà, c'est un job qui va vous servir après. Enfin, soyez ouverte à la possibilité de faire des micro-jobs qui vont vous amener au fur et à mesure. Après, si vous avez de la chance, vous trouvez un super stage au ministère le lendemain. Mais en attente, ne discréditez pas ce qui semble des petits jobs très éloignés du prestige. Surtout parce que je vous parie que si vous sortez de votre diplôme, vous cherchez un job, il y a forcément quelqu'un de vos camarades qui a un super job. Ça, c'est sûr. Il y en aura un sur 20 qui est à la commission. Mais c'est pas lui, lui c'est l'exception. Donc, le normal, c'est commencer avec des jobs et voir où vous mène l'opportunité. Donc, soyez toujours ouverts. Prenez l'exemple de Mathieu, par exemple. Il a changé tout. Voilà. Donc, il faut toujours suivre un parcours qui nous semble bon, peu importe l'échelle, que ce soit local. Voilà. Il faut rester ouvert à ça. Et puisque votre question touchait un peu à la question du réseau, est-ce que finalement, ce qui compte, c'est pas qui on connaît, parce que finalement, notre réseau pourrait nous apporter une opportunité professionnelle. Alors, c'est vrai, ça compte, mais ce qui compte surtout, c'est effectivement l'image que vous allez construire dans votre réseau. C'est est-ce que vous êtes une personne digne de confiance? Est-ce que finalement, ce que vous faites, votre éthique, la manière dont vous conduisez avec les autres, est-ce que ça, c'est générateur de confiance?
est-ce que vous êtes bon dans ce que vous faites et est-ce que vous inspirez cette confiance-là? Si c'est le cas, vous allez toujours avoir des opportunités parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira: «Ouais, cette personne, ouais, c'est peut-être elle convient peut-être pas tout à fait, mais en fait, cette personne, elle est digne de confiance, je vais pouvoir l'utiliser». On arrive je suis l'exemple type, je suis arrivé au ministère n'ayant jamais été dans une ambassade, n'ayant jamais approché une ambassade. C'est peut-être faux. Quand j'étais à Stanford, j'ai un peu travaillé avec le consul général de France à San Francisco, c'est tout. Mais en réalité, on n'est jamais, au départ dans un travail, on n'est jamais bon. On commence et puis on apprend quand même beaucoup sur le tas. Donc la question, c'est quelle est l'image que vous avez su bâtir? Si vous avez su bâtir l'image de quelqu'un qui est de confiance, sur qui on peut compter, vous allez avoir des opportunités, c'est sûr. Et ça, peu importe qui vous connaissez. Vous avez dans toutes les personnes que vous connaissez, il y aura toujours quelqu'un qui aura alors il y aura des gens qui, auront fait des carrières moins bonnes, des gens qui auraient fait des carrières meilleures, mais dans toutes les personnes que vous connaissez, si tout le monde vous connaît comme étant quelqu'un de confiance sur qui on peut compter, on pensera à vous. Voilà. Merci beaucoup du coup. Να προσθέσω και εγώ το πιο σημαντικό είναι J'aimerais να είμαστε ajouter que la chose la plus importante, c'est qu'il θέλουμε faut να γίνουμε το aimer τάδε επάγγελμα. ce que l'on fait et non pas aspirer à devenir quelque chose. Il faut se dire que je voudrais étudier telle science, je voudrais approfondir et le reste viendra par la suite. Bonjour. Une question concernant les critères de sélection des candidats pour ce qui est de la langue étrangère. De nombreuses universités reconnaissent certains diplômes. Par exemple, moi, j'ai fait des études dans une école grecque. Est-ce qu'il faut un niveau de connaissance, un certificat, un minimum de la connaissance de la langue pour que je puisse candidater? Est-ce qu'il faut un niveau minimum de connaissance de la langue française? Et si mon certificat de connaissance de la langue française, est-ce que j'ai la possibilité de me présenter à un test, un examen? Alors pour nous, tous nos cours en licence sont donnés en français et en anglais et en master uniquement en anglais. Donc pour les Français, on exige un niveau B2, qui est un niveau, si vous suivez les cours à l'institut, atteignable en 1 mois. Je rigole. Mais qui est atteignable si vous étudiez, ici, vraiment vous avez la possibilité en plus de travailler avec des super professeurs qui vont vous permettre d'avancer, assez rapidement. B2, ça veut dire aussi qu'au bout d'1 an, vous allez passer un cran au-dessus. Vraiment, parce que ça va vite. Une fois que vous êtes en France, vous allez aussi non seulement suivre des cours de français, mais aussi entendre les Français. En plus, nous et je pense la plupart des universités en France, on offre à tous les étudiants internationaux, en tout cas l'université catholique, c'est comme ça, le cours de la langue française pour les étudiants internationaux. Ça veut dire qu'en plus de suivre vos cours de sciences politiques en français, vous suivez les cours de la langue française pour permettre, en plus, d'avancer encore plus vite dans votre apprentissage de la langue, pour que vous soyez aussi plus à l'aise dans la vie quotidienne. Donc c'est B2 pour nous et pour la plupart des universités. Pardon, je n'avais pas compris que tu avais terminé. Nous, comme d'habitude, ça change. C'est différent. Alors, niveau master, c'est assez classique, hein. On a des prérequis. Si le master en anglais, des prérequis de langue, généralement un niveau global C1 d'anglais, qu'on peut prouver par plusieurs types de certificats, que ce soit IELTS, Cambridge. Pour chaque master, vous allez voir, il y a la, la liste de certificats acceptés. Même chose pour le français, donc quel niveau de DALF, voilà. Ou si on a eu une scolarité précédente dans l'une des 2 langues, ça valide. Niveau bachelor, on ne demande pas de certificat. C'est à l'entretien, au moment où vous postulez à Sciences Po. Si le campus où vous postulez, selon la langue du campus, l'entretien se fera dans votre langue préférentielle entre français et anglais, mais à un moment, on va évaluer celle qui compte pour ce campus. Si c'est un campus francophone, l'entretien va passer en français. Donc, peu importe, si vous avez un certificat C1, par exemple, de français, et vous n'arrivez pas à parler à l'entretien, ce n'est pas le certificat qui va vous sauver. Donc,
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω 3 ερωτήσεις. J'aimerais poser 3 questions. Bonjour. Tout d'abord, quelle est l'importance de l'entretien à Sciences Po? Deuxièmement, quel est le rôle du personal statement et de la partie écrite de et Monsieur Daguano nous a dit qu'il y a un problème de logement à Paris. Il n'y a pas de campus où peuvent loger les étudiants. Dans les autres campus à Paris, est-ce que les étudiants peuvent y loger? Et encore une question, quelle est la différence entre la licence d'une durée de 3 ans et le diplôme de 4 années d'études qui se fait dans le cadre d'un programme double? Il faut que je me souvienne de la première question. Μπορώ να την ξανακάνω. Ok. Et la deuxième était sur le personal statement, c'est ça. Ok. Donc on peut les répondre ensemble. C'est assez facile parce que c'est clairement divisé comment on alloue des points sur les 2 exercices. Donc que ce soit bac français ou bac international, l'allocation est faite à moitié. Donc il y a 50% qui est prise par l'écrit, qui inclut les personal statements, les recommandations et le regard qualitatif sur les notes. Tout ça, ça va composer 50 points. Ok. Il y a un évaluateur qui va donner une note pour donner 50 points. En particulier, les personal statements, ils ont été réduits cette dernière année en termes de valeur de points. Dans ces 50, ils comptent pour un 10%, je dirais. Ok. Un peu plus que ça. Le reste, ça va être plutôt le regard qualitatif, les recommandations. L'interview, ça va être 50% du coup. Donc l'interview toute seule compte beaucoup. Donc une fois qu'on est dans la shortlist, faire un bon entretien, ça fait toute la différence entre un candidat et l'autre. Bien sûr, ça va cumuler avec les 50 points précédents. Donc mettons que vous avez eu 46 sur 50. À l'entretien, vous prenez 20. Si quelqu'un prend 35, il vous a dépassé, même s'il avait des points, moins de points que vous avant. Donc voilà, il faut faire une arithmétique entre les 2 blocs. Mais l'entretien, maintenant, compte beaucoup plus de ce qui comptait il y a 3 ans. Ça a été réformé récemment. Et le logement, alors, c'est pas que à Paris qu'il y a une crise du logement, je vous rassure. Mais nous, on n'a pas de logement dans le campus. On a le campus, il est urbain, donc il est vraiment mélangé dans la ville. Donc il y a des bâtiments qui sont à Sciences Po, des cloîtres qui sont à Sciences Po, mais on n'a pas de logement. On a des logements de fonction pour certains professeurs, mais c'est tout. On a des conventions avec la Cité universitaire de Paris, donc qui est très grande, et tout étudiant international peut postuler là-bas, de toute manière, qu'il soit à Sciences Po ou pas, ou dans une autre université. Dans les campus de région, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un campus sans logement. Il y a une exception où il y a quelques chambres à Menton, où il faut se battre pour les avoir. Elles sont sur la plage d'ailleurs. Très intéressantes. Mais c'est vraiment un échantillon. Donc ça ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. En général, nos étudiants, ils sont sur le marché privé ou au Crous. Voilà. Donc il y a un peu, il faut compenser un peu avec cela. Et au moment où on choisit le campus à Sciences Po, ça c'est quand même un critère. C'est-à-dire, est-ce que je veux avoir un logement, je suis sûr d'avoir du logement comme il faut à Poitiers, par exemple, ou faire la guerre à Paris pour me loger 2 ans. Donc ça, c'est pour les familles notamment, c'est une considération à faire. Le type de vie qu'on mène dans une des villes de région et Paris, c'est complètement différent. On est exposé à des problèmes complètement différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que même dans les motivations, on aime bien voir. Que l'étudiant a su raisonner, moi j'aime bien être calme, je veux une communauté soudée autour de moi, je ne vais pas aller à Paris. Au contraire, je veux la big life parisienne, je vais à Paris. Donc voilà, il y a ce type de raisonnement à faire. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που με ρωτήσατε? Est-ce que je peux ajouter quelque chose à la question que vous avez posée? Que vous m'avez posée? Vous avez parlé d'une shortlist, d'une présélection. Cette présélection se fonde-t-elle sur le
personal statement et de quoi s'agit-il en fait sur l'évaluation qualitative? J'ai oublié ce que vous m'avez dit. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous avez dit personal statement, 10% de tout processus de la notation. En fait, il y a les personal statements, en fait, c'est les motivations. Nous, on les appelle personal statements, mais c'est des motivations qui vont compter. Un quota de ces 50 points vient de là. Ensuite, il y a 40 points, donc 10 points vont de là. 40 points, ça vient d'une évaluation quantitative des grades, ok, et qualitative. Donc tout ça, ça va ensemble. Ça va faire l'entièreté des 50 points. Donc les personal statements tout seuls, ils vont compter un peu moins de ce qu'ils comptaient avant. Avant, ils comptaient 30 points, pour vous dire. Donc là, ça a été réduit. On regarde beaucoup plus de près le parcours académique. Donc, pour la faire simple, je sais que c'est compliqué, je suis désolé, ça va ennuyer tout le monde, mais dans les 50 points, il y a 20 points, les grades arithmétiques, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas bien. 20 points qualitativement, où est-ce que ça nous porte, et les recommandations des profs. Et 10 points, c'est la motivation. Tout ça ensemble, ça vous donne là où vous vous placez pour être shortlisté pour l'entretien. Et l'entretien, ça va être 50 points après. Donc, qui vont s'ajouter. Voilà. Άρα το personal statement και το Donc, le personal statement et la motivation, c'est des choses différentes. C'est très je sais pas pourquoi il y a cette désambiguation qu'on a fait, mais c'est de la motivation, effectivement. actually who are you, why you want to study in Sciences Po, Yeah, exactly. And what's what your campus? motivation? Yeah, what campus are you choosing and why? Put them in an order of priority and so on. So you have very specific questions to answer. And the quality assessment, η ποιοτική αξιολόγηση, L'évaluation qualitative, elle est fondée sur quoi? Les 2 années, les 2 dernières années d'études, on va voir pour chaque matière qu'est-ce qui s'est passé sur tous les bulletins. Si on est passé, je dis sur le système français, hein, si on est passé de 14 à 16 et après on est redescendu à 13, qu'est-ce qu'en dit le prof? Pourquoi? Si on est passé de 11 à 19, c'est fou. On dit: «OK, c'est incroyable». Alors est-ce que le prof, il est fou ou c'est l'étudiant qui s'est amélioré? Donc ça, c'est le type d'évaluation. Dans la quantitative, c'est juste un algorithme qui dit: «Cette moyenne vaut tant». Voilà, c'est seulement ça. Alors que nous, on va regarder vraiment au cas par cas pourquoi il y a une amélioration. so quality assessment actually is a GPA assessment. A GPA assessment. No, it's an assessment on how you got that GPA. Okay, how you got there. the GPA. Okay, if it was consistent for 2 years, you had that GPA, so you've been excellent all the time, or you've been bad all the time, or you became bad, or, and what are your main assets? Okay. Ωραία. Να περάσουμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Dernière question. J'ai juste une petite question pour Sciences Po. Cette année, je postule via Parcoursup. Et donc, j'ai une question pour les doubles licences. S'il faut postuler via la voie internationale ou par Parcoursup, et si accepté à l'oral, si celui-ci se passe en français ou en anglais, et comment ça se passe pour les doubles licences à l'étranger? Merci. Je me rends compte par vos questions qu'on est vraiment très compliqué en fait. Enfin, on a vraiment plein de choses qui changent. Là aussi, il y a 2 cas pour changer. Heureusement, c'est toujours que 2. Donc, passant par Parcoursup, il y a 4 doubles diplômes où vous pouvez postuler par Parcoursup. Donc, c'est celui avec la Louis de Rome, Keio University, Hong Kong et j'en rate un. Il y a, je crois que c'est UCL, si je ne me trompe pas. Non, Freie Universität de Berlin, pardon. Donc, ces 4-là, ils sont administrés par Sciences Po au niveau des admissions. Ils passent par Parcoursup. Donc là, sur Parcoursup, dans les vœux Parcoursup, vous pouvez en faire un sur le double diplôme. Un de ces 4-là. Tous les autres, les 6 autres qu'il y a, Columbia, Berkeley, Sydney et compagnie, c'est sur le site du partenaire. Donc c'est-à-dire vous candidatez là-bas, nous on le sait même pas, on va le savoir en jury que vous avez candidaté.
Donc vous, sur Parcoursup, vous êtes limité à 4, plus le parcours de Sciences Po si éventuellement. Chez le partenaire, vous pouvez postuler à tout ce que vous voulez. OK? Donc c'est séparé. Et au niveau des langues, ça dépend pour chaque double diplôme quel campus est impliqué. Moi, je gère celui avec la Louis, je vous fais l'exemple avec la Louis. On a des campus plutôt anglophones, OK? Donc Reims, Menton. Donc nous, on va juste évaluer côté Sciences Po, ce qui nous intéresse, c'est votre niveau d'anglais. Chez la Louis, vous pouvez choisir 2 programmes, un en italien, un en anglais. Si vous choisissez celui en italien, bah, pendant l'entretien, on va vous parler italien à un moment. On va voir. Si c'est celui en anglais, bah, on fait tout en anglais. Vice versa, si en France, vous avez choisi un campus français et là-bas c'est en anglais, bah, on va faire français-anglais. Voilà, ça dépend de votre combinaison. Et c'est la même chose pour tous les doubles diplômes, même si la plupart sont en anglais, en fait. Il y en a 2 ou 3 où on parle plusieurs langues. Donc, Freie Universität, Louis, voilà, et c'est rare que vous avez plusieurs langues. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. No. Asking another question. No, you can continue. We can talk later. Μπορείτε να πείτε εσείς που έχετε το μικρόφωνο. Okay. When we finish, we can. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Bonjour, merci de votre présence et de votre soutien à nous comme à nos enfants. J'ai une question très précise et pour ne pas abuser de votre temps et du temps de l'auditoire. Est-ce que vous pouvez me dire très brièvement quelles sont les étapes de sélection pour un master au niveau des relations internationales et de la politique internationale pour qu'un étudiant grec soit reçu dans un de vos établissements? Via un site, donc mon master. Première étude, c'est fait par les jurys, donc par les directeurs du master et les professeurs associés. Les premiers tri, c'est fait par les notes, donc parcours académique. Et en même temps, en fonction du parcours académique, on regarde également la lettre des motivations qui doit comprendre les projets professionnels de l'étudiant et son projet de recherche, puisqu'en master, en France, il faut faire un mémoire de recherche. Ça fait partie du master. Donc, si on a déjà une idée à peu près du domaine de la recherche dans laquelle on aimerait faire les mémoires, ça compte également. En sachant que pour les masters en relations internationales et sciences politiques, là, je ne parle pas de sciences politiques, parce que peut-être qu'il y a encore un cas différent. Toutes les licences sont les bienvenues, toutes les licences dans les sciences connexes, ça veut dire histoire, sciences sociales, géopolitique, géographie, économie, droit, sociologie. Toutes ces licences, à partir du moment où c'est un diplôme d'État, le candidat peut être reçu en master pour ensuite se spécialiser. Il peut y avoir un entretien pour confirmer les motivations du candidat et dans ce cas-là, l'entretien se passe en visio à distance. Voilà. Sciences Po, heureusement, dans ce cas, c'est un peu plus simple. C'est une simple. Comme critère d'éligibilité, c'est la même chose. On applique les mêmes règles que la plupart des établissements d'éducation supérieure français. Donc, il suffit que vous ayez un diplôme d'État, un niveau licence. Et ensuite, il faut déposer un dossier. Donc, et les critères, après, sont spécifiques à chaque master de ce qu'on demande dans le dossier. Donc, des niveaux plus ou moins élevés de professionnalisation, de projection dans les 2 ans. Si un mémoire, quel type de. C'est vraiment, grosso modo, ce qu'a dit Olivia. Juste, c'est sur test. Donc, voilà, il faut soumettre la candidature. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για Vous avez parlé de notes. Il n'y a pas que la note du master dont vous tenez compte. Est-ce que vous tenez compte également des notes à certains cours ou c'est la note générale qui est prise en compte? On va regarder l'ensemble des notes du candidat sur les 3 années ou 4 années des licences, de toutes les notes. Parce que là, c'est vraiment différent. Comme je vous disais, quand on postule après les lycées, c'est différent. Qu'on a fait déjà une licence, en fonction de la licence de laquelle on vient, on va regarder l'ensemble des notes du candidat, des matières qu'il a suivies, de son projet de recherche, de son projet professionnel. Voilà, donc c'est l'ensemble des notes.
Άρα 4 years in general, the whole rank. Okay, okay. Thank you very much. Καλησπέρα σας. Bonjour. Une question d'ordre plus général. Est-ce que quelqu'un qui a fait des études de géologie, est-ce qu'il peut entamer des études de géopolitique? Et si l'on tient compte de la situation actuelle, qu'est-ce que doit avoir, quel est le profil que doit avoir quelqu'un qui souhaite faire des études en diplomatie? En fait, pour faire des études en diplomatie, pour être un bon diplomate, je pense, mais voilà, il faut avoir une culture assez large et une bonne connaissance des enjeux du monde. Donc, en fait, en réalité, le concours, bon, là, un Grec ne va pas forcément aller passer le concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Mais pour travailler dans les affaires internationales, quelqu'un qui aurait fait de la géologie, en réalité, pourrait tout à fait trouver son utilité dans les affaires internationales. Je pense il y a de très bons livres écrits récemment sur les terres rares. Donc quelqu'un qui va avoir fait de la géologie, en réalité, va pouvoir s'insérer dans un domaine qui sont les terres rares, la localisation des terres rares, la compréhension de ce que c'est. Donc en fait, la spécificité des affaires internationales, c'est que comme elle touche à l'ensemble de tous les secteurs de la vie, puisque tout est politique, on peut l'aborder par plein d'angles. Quelqu'un qui aurait fait un master en intelligence artificielle pourrait aborder la question sous l'angle des relations internationales et de l'intelligence artificielle. Donc je dirais, alors je ne sais pas dans quelle mesure, et ça peut-être mes collègues y répondront mieux que moi, je ne sais pas dans quelle mesure quelqu'un qui a fait une formation, j'allais dire technique, va pouvoir ensuite facilement postuler dans un master en relations internationales ou autre. Mais je dirais qu'en tout cas, ce n'est pas du tout un obstacle pour après travailler dans les affaires internationales. Au contraire, ce serait peut-être même un avantage puisqu'en fait, les parcours en relations internationales produisent parfois beaucoup de bons techniciens des relations internationales et pas forcément de spécialistes d'un domaine qui va éclairer la manière dont on fait les relations internationales. Donc, par exemple, au ministère, on a ce qu'on appelle la Direction générale de la mondialisation, où c'est tout ce qui est thématique. Et donc, on a, je ne sais pas, une sous-direction qui peut s'occuper des affaires justement numériques. Donc là, effectivement, quelqu'un qui aura fait une carrière auparavant dans une entreprise numérique pourra trouver tout à fait sa place. Il faudra juste que cette personne comprenne bien comment s'adapter à la logique diplomatique. Mais je dirais, voilà, donc peut-être mes collègues peuvent peut-être parler de la manière dont ce genre de parcours peut ensuite être intégré et j'allais dire complété par un parcours en relations internationales. Mais je dirais que du point de vue de la diplomatie et du point de vue des affaires internationales en général, je dirais que c'est plutôt un avantage. Oui, je confirme. Dans le sens que venir d'un parcours qui est vraiment très éloigné de premier abord des relations internationales, tout de suite, ça évoque la curiosité quand même du jury. Pourquoi, surtout des secteurs techniques, sciences dures, c'est rare et pour nous, c'est très intéressant. Parce que c'est un corps de métier et de savoir qu'on n'espère pas capter. On ne pense pas qu'on leur intéresse et donc quand il y a quelqu'un qui vient d'un secteur technique, ça donne beaucoup de curiosité au jury. Ça ne veut pas dire que vous êtes prise, automatiquement, mais c'est vrai que ça donne un regard complètement différent. Vous disiez sur les terres rares, c'est quelque chose que, un géologue pourra apporter, vraiment quelque chose de consistant dans ce type de débat-là. Mais après, c'est aux candidats de savoir mettre en avant ces atouts-là. Excuse me. Oui. Also, I think it would be very on point a geologist on the oil industry. Yeah, definitely. Yeah. But this is all about the narrative that you're able to build with it. Okay, because if you
show in front of the jury saying, oh yeah, I'm a jealousy, good for you. But after that, okay, what's the perspective you're giving? This is a perspective. Yeah, this is something. If you want to add something. No, I just do agree with my colleagues, but it's also you don't have to make a master's degree in international relations to become a diplomat. This is really important. It's also there are other ways to do it. You can also make another diploma. It's a different path possible. To become a diplomat, and yeah, everywhere in the world. Okay, because we have to do something. For me, it's crazy. Yeah. Like, Well, find rare earths in Greece. That would make things easier for everybody. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ λαμβάνει τέλος Nous vous remercions. Nous clôturons cette table ronde. Merci tous nos invités pour les informations très intéressantes.